des points de vue un peu différents. Je ne resterai pas seulement sur le point de vue de la femme victime. Je vais aussi aller parler de comment l'agresseur pense dans sa tête, qui peut être franchement utile pour ce que j'ai vu ici, là, ceux qui travaillent avec les hommes qui peuvent être auteurs de violences. Fait qu'on va aller voir ça un peu aujourd'hui. Socialisation, ça va être notre entrée en matière. Ensuite, on va aller parler du cycle, puis les conséquences après ça sur les femmes et les enfants. Ça se peut, moi je suis quelqu'un qui déborde. Ça se peut que je passe des diapositives à la fin très rapidement, surtout sur les conséquences, parce que c'est assez explicite, c'est un petit peu plus facile à comprendre. Fait que ça se peut qu'un moment donné, on m'avertisse qu'il me reste 10 minutes, je fasse « il reste pas assez de temps » puis que je passe plus rapidement, parce que je vais passer plus de temps au début, dans nos 2 premiers points, là, socialisation et cycle de la violence. On commence. Quand je vous dis socialisation, vous pensez à quoi? Rien? La façon dont on a été élevé. Vous êtes d'accord un peu avec ça? En gros, c'est ça. Si on veut y aller vraiment grossièrement, ça va être ça. Comment on a été élevé, tout dépendant, puis là, je vais rentrer dans quelque chose de plus spécifique, mais comment on a été élevé par nos parents, les pères, les médias, tout l'environnement qui va nous façonner, selon si on est un garçon ou une fille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si j'affirme qu'on n'est pas élevé de la même façon? Quelles sont les différences, selon vous, que vous êtes capable de voir encore aujourd'hui? Oui? Juste, par exemple, quand on est bébé, il y a des personnes qui choisissent le bleu pour un gars puis rose pour une fille. Donc déjà là, il y a une différence de couleur et qui différencie les sexes. Bébé, il y a aussi les jouets. Donc pour une fille, ça serait une poupée. Pour un gars, ça serait le camion pompier, je sais pas, là, mais j'en vois encore aujourd'hui beaucoup. Puis quand on fait des interventions, on voit aussi cette influence sur les enfants aussi. Fait que ça, c'est une partie de la socialisation qu'on est enfant. Effectivement. Donc, pour résumer, on a encore des couleurs assez stéréotypées. Le bleu, les garçons, le rose, les filles, et les jouets, les poupées, les camions de pompiers pour un sexe plutôt que pour l'autre. C'est qu'est-ce que ça nous envoie comme message, ça? Depuis qu'on est tout petit, qu'on donne la poupée à la petite fille, le camion au petit garçon, qu'est-ce que ça nous envoie comme message en tant qu'enfant? Il y a une différence entre les garçons et les filles de base. Qu'il y a une différence à la base entre les garçons et les filles. Moi, je vous le dis, vous prenez un cerveau à la naissance, garçon ou fille, le cerveau, il est pareil. Le cerveau devient différent parce qu'il est façonné, il est branché de façon différente avec nos expériences de vie. Autre chose que vous pensez comme différence? Oui? La gestion des émotions. As-tu des exemples? Les garçons qui se font dire arrête de pleurer, alors que Les garçons. Donc, les garçons, on leur dit souvent d'arrêter de pleurer. Il faut qu'ils soient un homme. Ils ont 2 ans, là. Gère tes émotions, pleure pas si tu te fais mal. Les filles, c'est beaucoup plus naturel de pleurer. Mais la fille, il ne faut pas qu'elle se fâche. La colère est plus tolérée chez le garçon. Effectivement, c'est des choses qu'on voit beaucoup, beaucoup. Ça engendre quoi? C'est juste le fait de pleurer chez la fille, la colère chez le garçon, ce qu'on vient de dire, ça engendre quoi plus tard, ça? Si on pousse la réflexion plus loin. C'est que la fille, déjà, se mettre en colère, c'est quelque chose avec laquelle elle va avoir de la difficulté à gérer. C'est quelque chose qu'elle va se dire, c'est pas bien vu, c'est pas correct, je devrais pas ressentir ça. Donc, effectivement, la fille, en vieillissant, on va lui apprendre que la colère chez une fille, c'est pas beau. Donc, elle va avoir beaucoup plus de difficultés à accepter d'être en harmonie, connectée à sa colère. Versus le petit garçon, lui, quand on lui dit de ne pas pleurer, ben il va beaucoup plus aller transformer ses émotions en colère parce que ça, c'est une émotion qui est acceptée socialement chez un garçon. Versus la tristesse, ben non. Pourquoi les gars, ils n'ont pas le droit de pleurer, donc? Parce que c'est faible.
OK? Si c'est faible pour un garçon de pleurer, c'est quoi inconsciemment la perception qu'on instaure dans la tête d'un petit garçon à propos des filles? Qu'elles sont faibles. C'est toutes des petites choses inconscientes comme ça qui finissent par brancher un cerveau différemment, qui va aller créer ces inégalités-là. Vous allez dans un magasin de jouets, encore en 2019. On fait un arrêt dans le temps, là, si on est capable de se téléporter, je vous téléporte tous au Toys R Us. Il y a certains types de jouets qu'on va voir dans la section des petites filles. Il y en a à peu près, je vous dirais 3 à 4, pas plus. Quels sont ces jouets-là? Poupées. Cuisinette. Tâches domestiques, effectivement. Quoi d'autre? La beauté? Voilà. En gros, là, c'est les types de jouets qu'on retrouve dans la section des petites filles dans un magasin de jouets. Donc, tout pour lui apprendre à être une bonne maman, tout ce qui est lié aux poupées. Tout pour lui apprendre à être une bonne femme de maison, les tâches ménagères, la cuisine, etc. Et tout en lien avec son apparence physique pour lui apprendre à être belle. Dans la section des petits garçons, il n'y a pas de produits de beauté, puis de petites crèmes, puis de bijoux, puis de ci. C'est pas important à leur âge d'être beau, là. Hein? La première chose qu'on dit à une petite fille aussi quand on la voit, c'est « T'es donc bien belle, ta robe, t'as-tu vu ça, comment c'est magnifique? » Même moi, je suis socialisée comme ça. Ça va être la chose que je vais faire, puis là, il faut que je me reprenne. « OK, Marie-Pierre, attends une petite minute, là. » Et il y a des choses qu'on fait naturellement petits, qu'on nous défait, en fait. Moi, j'ai la joie immense d'être marraine de 2 jumeaux, un garçon et une fille. Ils ont 2 ans. J'en vois des choses. Ce que j'ai remarqué dans la dernière année, c'est leur facilité à mettre des limites. Je fais de câline, ils ont 2 ans et ils sont vraiment meilleurs que moi. Ils ont compris quelque chose que je comprends toujours pas, là, passé 30 ans. Je les regarde. Je veux dire, je prends comme exemple mon filleul Antoine, je le prends dans mes bras, puis forcément, j'ai envie de le prendre dans mes bras, je l'embrasse, je donne des bisous. Lui, si ça ne tente pas, je vous le garantis qu'il me le laisse savoir. OK. Ma filleule Lily, elle, c'est non! Je vous jure que c'est grand de même, c'est intimidant, OK? Le non avec le petit doigt, là, tu respectes ça. Il y en a combien ici dans la salle qui sont soit parents qui ont des jeunes enfants dans leur entourage? OK. Ça fait quoi un enfant d'1 an, 2 ans qui n'a plus faim ou qui n'aime pas ce qu'il mange? On lance les choses par terre, les ustensiles par terre, on lance la nourriture. Vous faites quoi dans ce temps-là? Rien? Vous gavez votre enfant? Vous respectez sa limite? Ah ben. Il y a aussi le fait que ça va être impossible de le faire manger, cet enfant-là, si il ou elle n'a plus faim. Hein? Ça, je remarque ça. Il y en a combien ici dans la salle qui sont déjà allés manger ailleurs qu'à la maison? Soit qui n'aimaient pas ça ou qui avaient plus faim et qui ont continué de manger quand même. Pourquoi donc? Par politesse. Pourtant, si on regarde l'enfant avec sa capacité innée de mettre des limites, de ressentir du dégoût, qui est une des émotions universelles de base, je veux dire, il y a une raison pour laquelle, très pratique, pour laquelle on ressent du dégoût dans la vie. On apprend à nos enfants, en vieillissant, de ne plus mettre de limites. Limite, il n'y a pas de R dans le mot. Surtout aux petites filles. Combien de fois on entend les garçons, à propos des garçons, mais c'est un garçon, c'est normal qu'il fasse ça. On responsabilise beaucoup moins les garçons que les petites filles.
Et la petite fille, ce qui arrive, c'est qu'on lui apprend aussi énormément à prendre soin des autres avant même de prendre soin d'elle. Puis je le vois dans les parties de famille, ma petite Lily avec sa poupée, puis tout le monde capote. T'es donc bien bonne avec ta poupée, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, tu changes la couche. Bravo! Elle ne sait même pas comment utiliser son pot par elle-même. Et on la valorise déjà à prendre soin de l'autre. On la valorise déjà dans sa générosité. Ce qui fait que ce qu'on apprend en tant que petite fille énormément, c'est beaucoup à prioriser les autres. On se valorise par rapport à ce qu'on amène aux autres dans leur vie. Et ça, je le vois énormément chez presque toutes les femmes. Regardez les femmes autour de vous, demandez-leur c'est quoi leur plus belle qualité. Ce qui risque de sortir, ce n'est pas intelligente, débrouillarde, autonome, indépendante, drôle. Ben non. Ce qui risque de sortir, c'est je suis gentille, je suis généreuse, je suis compréhensive, je suis à l'écoute. Parce que c'est ce qu'on valorise chez les femmes. Et ce n'est pas pour rien que la majorité des emplois dans lesquels on prend soin d'eux sont tenus par des femmes. Les gars sont bons pour diriger. Ils sont beaucoup moins émotifs. Ils ne sont pas gérés par leur menstruation. Parce que une femme en colère, puis moi, je l'ai appris à mes dépens. Adolescente, j'ai toujours été une fille qui parlait fort, qui disait ses opinions, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je reçoive beaucoup de commentaires. Rien de direct, mais tu sais, des petits commentaires qui voulaient dire que je n'étais pas à ma place ou c'était désagréable que je parle aussi fort. Ah, Marie-Pierre, on le sait bien, elle a toujours son mot à dire. Voyons, es-tu dans tes SPM? Parce que forcément que je suis obligée d'être dans mes SPM ou d'avoir du sang qui me coule entre les cuisses pour avoir le droit d'être outrée de quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est donc pas naturel chez une femme d'être outrée. Chez un gars, c'est correct. Ce qui arrive, qu'à un moment donné, on apprend toutes ces belles choses-là. Donc, traditionnellement, et c'est encore le cas aujourd'hui, traditionnellement, on va attendre d'une femme qu'elle soit dévouée et serviable. Qu'elle soit toujours au service des autres, au plaisir de l'homme. Souvent, s'il se passe quelque chose, que la famille éclate, c'est elle qui a failli à sa tâche de garder la famille unie. On attend beaucoup des femmes qu'elles soient en général au service des autres. Une femme qui pose une action pour elle-même, là, elle va être égoïste. Elle va être perçue très différemment. Je me souviens d'une étude que j'avais lue où c'était une mise en scène, 2 comédiens, un homme et une femme, habillés exactement de la même façon. Donc, un tailleur, même couleur, même gestuelle, même parole. Et le comédien homme avait été perçu comme étant déterminé, beaucoup d'entrepreneuriat. Il sait où ce qui s'en va. Hein? La femme, elle était dominante. Beaucoup de qualificatifs reliés à des stéréotypes chez une femme qui sont très péjoratifs. Donc, elle est dominante, elle est contrôlante, elle essaie de se prouver. Pourtant, c'est le même discours. Mais à quel point on va percevoir exactement le même comportement d'un homme et d'une femme très différemment. C'est à cause de nos perceptions qu'on nous instaure depuis qu'on est tout petit. On apprend réellement, même si on ne le veut pas, qu'il y a une différence entre les sexes. On est tous socialisés ici, là. Il y a des messages que moi, la société m'envoie, que j'adopte, qui sont ancrés en moi. C'est ce que j'appelle un message intégré. Il y a des messages que je rejette.
Êtes-vous d'accord que la société envoie encore comme message que pour être une bonne femme, il faut cuisiner? Une bonne maman, une bonne femme, il faut cuisiner. Je vois beaucoup de signes de tête que oui. C'est un message que la société envoie encore. Y en a-tu ici qui se disent « Ah ouais, moi, je l'ai intégré, ce message-là? » Zéro? Je vous crois comme pas, là. Il y en a combien qui ont intégré ce message-là, mesdames, que pour être une bonne femme, pour avoir de l'estime, il faut que je cuisine? En majorité. Moi, pas du tout. Je cuisine pas très bien. Je m'en fous un peu. J'ai plein d'autres belles qualités qui compensent, là. Donc, la société nous envoie des messages. Certains d'entre eux, on les intègre, d'autres, on les rejette. Mais on nous envoie pas mal tous les messages assez similaires, mesdames, et messieurs aussi, on vous envoie les messages assez similaires. C'est important d'être en contrôle, d'être dominant, de ne pas trop montrer des émotions parce que c'est faible. Bien, no wonder, après, on a une perception des femmes comme étant faibles. La fille, on lui casse sa capacité de mettre des limites. Je vous dis, regardez les jeunes bébés dans votre entourage. Ça met des limites et ça dit non d'une facilité hallucinante. Je ne comprends pas que ma filleule de 2 ans mette des limites plus facilement que moi dans la vie. C'est comme insultant. Et moi, là, dire non, mettre une limite, là, ça me travaille pendant des heures, des fois des jours, tout dépendant c'est quoi. Puis Colin, que ça me prend tout mon courage pour nommer ce que j'ai à nommer. Et pourtant, je nomme plus facilement que beaucoup d'autres personnes. Parce qu'on a peur de la réaction. Parce que Colin, que la culpabilité chez nous, les femmes, c'est une émotion qu'on connaît que trop bien. Parce qu'on veut toujours être à la hauteur. Parce que c'est cette pression qui nous est mise sur les épaules. C'est tout ça qui nous est mis sur les épaules. Et plus encore. Alors, la femme qui a le malheur d'être dans une relation de violence, où on lui a toujours dit que pour être une bonne femme, pour avoir de l'estime, pour se sentir valorisée, elle doit prioriser les autres, être compréhensive, pas trop être en colère, pas trop mettre de limites parce que, Colin, c'est mal vu. Puis si tu mets une limite, je te fais sentir coupable. Tu ne mettras plus ta limite. Tu sais, comme moi, là, il y a eu un temps adolescente où j'ai silencé un peu mon discours parce que j'étais tannée de recevoir les commentaires que je recevais. C'est ça du conditionnement. Quand on me valorise puis qu'on me dit hey, « Marie-Claire, elle est tellement gentille, elle est tellement compréhensive, elle est tellement à l'écoute, elle est tellement généreuse. » Ah, Colin, me fait flatter, c'est le fun, ça. C'est clair que je veux me faire flatter. Puis après ça, quand je me fais punir de l'autre côté puis que je me fais limite insulter parce que je parle haut et fort, logiquement, m'aller ici, non? C'est comme la base de la race humaine, là. On va aller là où on est bien. Puis on se sent bien quand on se sent valorisé, puis on se sent valorisé par la société, par ces choses-là. Elle est là, la base de l'inégalité homme-femme. Et c'est la base de la violence conjugale. La violence conjugale, c'est un choix individuel. C'est individuellement choisi que de vouloir prendre le contrôle sur quelqu'un. Et c'est socialement construit, socialement accepté. Et là, le problème. Moi, je me souviens, jeune, je le regrette encore, avant que je réalise toutes ces belles choses, où j'ai une de mes amies qui m'avait dit « Marie-Pierre, je ne sais pas quoi faire, mon chum m'a trompée, je ne sais pas comment gérer ça. » Puis moi, de lui dire, en très bonne féministe que j'étais à l'époque, « Ben, tu le touches-tu encore? » Pourtant, on entend ça encore à tous les jours. Avant que moi-même je réalise ces choses-là, avant que je sois éduquée, j'étais aveuglée comme la majorité de la population sur tous ces concepts-là, où toute la responsabilité du bon fonctionnement d'un couple reposait sur elle. Lui, s'il l'a trompé, c'est pas de sa faute, pauvre petit.
Il y a des pulsions qu'il n'est pas capable de gérer. C'est ce genre d'erreur-là que j'ai commise à plusieurs reprises et qu'on commet tous et toutes. L'important après ça, c'est juste de le réaliser. Parce que ce qui arrive, c'est que justement, cette fille qui a été socialisée, élevée dans cette société dans laquelle on vit, qui n'a pas été encouragée à dire non puis à mettre des limites et à se prioriser, elle, lorsqu'elle a la malchance de rencontrer un homme violent dans sa vie, la toute première fois qu'il va commettre un geste ou une parole, qu'il va dire une parole qui va la faire sentir un peu... parce qu'on s'entend, il ne donnera pas un coup de batte de baseball la première fois, là. Ça va être juste un petit quelque chose qui va la faire sentir... Mais on ne lui a jamais dit que son était important. On lui a toujours dit que l'autre était plus important qu'elle. Elle n'aura pas le réflexe de faire « Wow, à ta minute, ça c'est non, ça c'est inacceptable, tu n'as pas à me dire ça, tu n'as pas à me faire sentir coupable parce que j'ai fait ou j'ai pas fait telle ou telle chose. » C'est pas comme ça qu'elle va réagir. Au contraire, elle va chercher à comprendre l'autre. Parce qu'elle est valorisée quand elle est compréhensive. Hein? Et c'est pour ça que n'importe quelle femme peut être victime de violence. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer en voyant éventuellement le cycle. J'utilise cette image-là qui ressemble à une toile d'araignée, vous l'aurez tous remarqué. Le dehors, y a-t-il un laser là-dessus? Non, c'est pas grave. On va se débrouiller, on est capable. Le dehors de la toile, où c'est écrit « messages sociaux », c'est tous les messages que la société nous envoie. Okay? Lorsqu'on les intègre, ce qui fait que je, Marie-Pierre, pour me sentir valorisée, pour sentir que j'ai de l'estime, que je suis une bonne femme, moi, j'ai intégré le message qu'il fallait que je prenne soin des autres. Big time. C'est probablement pas pour rien que je fais le travail que je fais aujourd'hui. Donc, moi, c'est une section de ma toile à moi. Que pour être une bonne femme, je dois prendre soin des autres. La section cuisiner n'est pas dans ma toile, elle. Mais j'en ai plein d'autres. Et vous avez toutes, gars comme filles, vous avez toute une toile. Okay? Plus on a des commentaires, des agressions, plus ce message-là va être renforcé. Comme par exemple, combien est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la société envoie le message que pour une femme, elle a de la valeur, il faut qu'elle soit belle, pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit mince? C'est assez présent comme message. Je pense. Je me trompe peut-être. Moi, je me souviens, plus petite, et c'était tellement pas mal intentionné, mais je me souviens, plus petite, une membre de ma famille qui m'a dit « Marie-Pierre, là, va falloir que tu commences à perdre ton petit gras de bébé si tu veux te trouver un homme. » Fait que ça m'envoie quoi comme message? 2 messages. Qui sont? Je suis grosse, il faut que je perde du poids pour être belle. Je suis pas une femme. Quoi d'autre aussi? Si tu veux... Avoir un homme dans la vie. Donc, si je veux avoir le privilège et la chance qu'un homme me choisisse, je dois perdre du poids parce que c'est la chose la plus importante dans la vie, hein? Parce que c'est ce qu'on nous apprend aussi, petite fille. Si on ne se fait pas choisir par un homme, notre vie est un échec total. Regardez tous les films de Disney, là. On a tous grandi avec ça. Hein? On est... faut qu'on soit belle, un peu inutile, puis qu'on se fasse sauver. Ça s'améliore, je vous l'accorde. On va donner des points à ce qui est là quand même. Hein? Donc, pour revenir à ma toile d'araignée, on en a tous une. Okay? La seule différence... OK, non. Rewind, je reviens.
Moi, je me souviendrai toujours de mon entrevue avec ma directrice au refuge, que ça a été un flop total. Résultat, je suis encore ici, pas si pire. Mais elle m'avait dit, tu sais, toi, tu penses-tu que tu vas pouvoir être victime de violence conjugale dans ta vie? J'ai dit, oui, en dedans. Mais non. Ça se peut qu'avec les connaissances que vous avez acquises dans votre travail, dans votre domaine d'études, etc., que vous le savez au niveau rationnel, que toutes les femmes ici, vous pouvez éventuellement être victime de violence un jour dans votre vie. Mais il y en a combien qui se sont déjà dit dans leur vie, non, moi, ça ne m'arrivera pas. Soyez honnêtes. Vous êtes un peu timide. Bon, une personne qui lève la main, vous vous êtes jamais dit, moi, ça ne m'arrivera pas? Ah, une A, ça se dégêne tranquillement, mais on ne lève pas la main devant personne. Hein? Je suis assez convaincue que c'est plus que juste 2 mains. OK? La seule différence entre une femme qui est victime et une femme qui ne l'est pas, c'est comment son conjoint, son partenaire, name it, là, utilise ses messages intégrés contre elle ou pas. Elle est là, la différence. Parce qu'on en a toutes des messages intégrés. Puis ce qui arrive, c'est qu'on a souvent cru que c'était biologique, là, qu'on naissait comme ça, les femmes, pour finalement réaliser que, ben non. Parce que si vous regardez les bébés, comme je vous le dis, ma petite Lily, elle a autant de facilité à mettre des limites que son frère, là. C'est pas biologique, du tout. C'est appris. Parce que c'est utile de nous apprendre ça. Ça permet à la société de nous maintenir dans notre rôle de femme. Ce qui permet à l'autre sexe de garder certains privilèges. Moi, combien j'en entends me dire « Mais Martha, tu parles souvent des femmes victimes de violence, mais il y a des hommes aussi. » Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, il y en a. Pourquoi tu nommes ça juste quand je parle des femmes victimes? Tu n'en parles jamais autrement. C'est pas une cause qui te tient bien à cœur, là. C'est quoi ton but en me disant ça? Bien, en allant diminuer ce que moi, je suis en train de dire. Si c'était une cause qui tenait à cœur, tu en parlerais. Ailleurs que jusqu'à moi, je parle des difficultés que les femmes vivent. Ah, mais vous autres, les féministes, hein, vous voulez là, commencer à nous prendre plus de droits puis à nous écraser. Et comme si les droits puis les privilèges dans notre société, c'était de la tarte. Fait que si moi, j'ai envie d'en manger plus, toi, ça va t'en faire moins. Voyons. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, puis moi, j'adore ça, les gens qui me disent « Ah, mais Marie-Pierre, c'est quand même bien aujourd'hui pour les femmes dans notre société. C'est beaucoup mieux qu'il y a longtemps, ou peut-être beaucoup mieux qu'ailleurs dans le monde. » Ça se peut. Ça se peut. Sauf que moi, chaque soir, quand je promène ma chienne, j'ai quand même la pensée de me dire, une chance que j'étais avec mon chien. J'ai un boxeur assez gros qui peut être assez dissuasif. Et qu'un chihuahua serait peut-être différent. Je ne connais aucun garçon dans mon entourage qui a la pensée qu'il peut se faire attaquer en sortant à minuit le soir. Jamais. Mais j'en demande trop de pouvoir marcher en toute sécurité dans mon quartier. J'ai aussi des hommes qui me disent « Ah, mais vous avez atteint l'égalité. » Puis après ça, ils ont le discours de hey, « Moi, j'en veux pas de filles, là, si j'ai des enfants. Là, ouf, j'espère avoir un garçon. » Ah bon? Pourquoi donc? Je comprends pas. Bien, c'est parce que je le sais, les gars, comment ils sont, là. OK? Sauf que quand il s'agit de moi, je parle trop haut et je parle trop fort, puis ce que je dis, ça n'a pas de sens. Quand il va s'agir de ta fille, par exemple, oh là là! Là, ça va être différent. Puis là, tout d'un coup, les gars, tu le sais comment ils pensent, mais pas quand il s'agit de moi. J'exagère. C'est toujours ce discours-là qui revient et que je me retrouve à débattre constamment. Ces inégalités-là. Et c'est de là que part la violence, qui va s'installer dans le cycle. Puis la raison pour laquelle
je parle de socialisation, c'est pas juste parce que c'est la base de la violence, mais c'est aussi que je vais l'installer dans le cycle. La plupart d'entre vous avez déjà vu le cycle de la violence? Okay. J'ai pas de pression du tout. Évidemment, vous le savez, il y a 4 phases, hein? Bon. Je les nommerai pas toutes, vous les connaissez, ils sont écrits là, vous savez lire, vous êtes assez vieux. C'est beau. Je veux m'arrêter 2 secondes pour vous dire merci là, d'être là. Je suis vraiment contente d'être là. D'habitude, je suis dans les écoles secondaires. Là, je suis en train de remarquer que j'ai fait 0 discipline. J'adore ça. Ah. Donc, on revient au cycle. Je vais vous parler de chaque phase du point de vue de la victime. Ce que c'est probablement ça que vous avez déjà vu, right? Je vais vous parler aussi de chaque phase du point de vue de l'agresseur. Tout ce que je vous dis aujourd'hui du point de vue de l'agresseur ne sort pas de moi, malgré que j'en serais très fière et j'aimerais ça. Je vais donner le crédit à Lundy Bancroft, qui est un expert qui travaille auprès des auteurs de violences aux États-Unis. Il est excellent, by the way. Si vous voulez lire ses livres, c'est un peu un incontournable en matière de violence conjugale. Lui, il va dire que l'homme violent, au début, là, sachez-le, dans nos stéréotypes, dans nos préjugés, même si on le sait au niveau rationnel que la femme, que c'est difficile pour la femme de quitter éventuellement, c'est comme si, des fois, on se dit, bien voyons, pourquoi qu'elle s'en va pas si elle n'est pas bien dans sa relation, hein? Nous, tu sais, lui, il est violent. Puis quand on constate la situation, premièrement, on nous arrive avec une situation de violence conjugale. On n'est pas comme témoin des débuts là, de leur relation. Chaque femme victime de violence conjugale tombe en amour avec un homme extraordinaire. OK? Ça, rappelez-vous-en. Parce que pour vous, ce n'est pas un homme extraordinaire. Évidemment, la situation vous arrive, il y a déjà de la violence. Fait que, on ne le catégorise pas homme extraordinaire, c'est clair. Elle, c'est pas comme ça qu'elle l'a rencontré. Il n'y a aucun homme violent sur la planète Terre qui est violent à la première rencontre. Parce qu'il ne réussirait jamais à se trouver aucune partenaire. Puis il n'y a pas aucune femme qui a l'estime assez à terre d'envie, là, pour après une première rencontre, que le gars lui dise « Écoute, chérie, dans 1 an ou 2, tu vas commencer à te sentir folle. Tu vas douter de toi. Je vais t'isoler. Tu ne verras plus ta famille. Ou en tout cas en cachette. Je vais te menacer. Si on a des enfants, les enfants vont avoir plus de droits que toi. À un moment donné, là, je vais te faire tellement peur que tu vas uriner. Je vais finir par te briser des os. Je vais t'insulter à tous les jours de ta vie. Pensez-vous vraiment qu'il y a une femme qui a l'estime assez à terre qui va faire « Ah ouais, où c'est que je signe le contrat? » Ça n'arrivera jamais. C'est un homme extraordinaire au début. Okay? Il a cette faculté de faire sentir la femme spéciale et encore plus que ça. Tu sais, l'expression « on top of the world ». Je suis la reine du monde. C'est avec ça que cette femme-là tombe en amour. Pas avec les comportements violents, ils sont inexistants au début. Et il va placer ses pions de façon très subtile et très insidieuse. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Souvent, quand la femme se rend compte qu'il y a de la violence, bien, il est trop tard, elle est pris. Ce qui arrive, c'est que lui, au début, évidemment, on a une période de lune de miel. Mais cette période-là, je ne l'inscris pas tout de suite dans le cycle, parce que la période de lune de miel est là pour tous les couples au monde. Elle est normale, puis tant mieux. Hein? Si on est confronté aux défauts de notre futur partenaire la première fois qu'on le ou la voit, on ne formerait pas beaucoup de couples dans la vie. Sauf qu'à un moment donné, la lune de miel, à part, et il y a la phase de tension. C'est lui qui amène la tension. Comment? Parce qu'il se met en colère. Là, prenez 2 secondes et écoutez-moi bien. L'homme violent
n'est pas violent parce qu'il est en colère. Il est en colère parce qu'il est violent. OK? Bancroft, il va dire, l'homme violent, là, la raison pour laquelle il est violent, c'est qu'il y a des attentes complètement irréalistes. Il n'y a aucune femme sur la terre avec qui il ne sera pas violent. Pourquoi? Parce qu'il a des attentes inatteignables. Puis il n'y a aucune femme qui va remplir ces attentes-là. Parce que l'homme violent, ce qu'il veut, c'est une femme qui remplit tous ses besoins à lui et qui n'a pas de besoin à elle. Puis il y en a beaucoup qui vont me dire, Marie-Pierre, pourquoi ils font ça? Voyons. Puis là, on est beaucoup dans des justifications, puis on achète la nature de l'individu. Il a vécu une enfance difficile. Ouais, il consomme, il est très stressé, des gros journées au travail. On est beaucoup dans des justifications. Parce que pour nous qui avons un cerveau non violent ou des valeurs non violentes, c'est inconcevable pour nous de maltraiter quelqu'un de façon consciente, choisie et intentionnelle. Voyons. Souvent, l'exemple que je donne, c'est si à ce moment-là, il y avait une araignée qui marche, vous pensez que je vais réagir comment? J'ai pas peur des araignées, là. Et vous êtes silencieux? Aucune idée. Il y a des chances que je pile dessus puis je l'écrase. Vous êtes d'accord que c'est un être vivant, une araignée? On le sait tous que c'est assez utile dans la vie des araignées. Je suis qui, moi? Quelle est la raison pour laquelle je me donne le droit d'enlever la vie à l'araignée? C'est quoi la raison, selon vous? Ah! Elle est inférieure, je suis supérieure. Donc, c'est légitime pour moi d'enlever la vie à l'araignée parce qu'elle n'est pas mon égale. Elle n'est pas aussi importante que moi. Je suis supérieure à elle. C'est exactement comme ça qu'un homme auteur de violence pense par rapport à sa partenaire. Il est là, le rapport de domination. J'ai le droit de la traiter ainsi parce que je suis supérieure à elle. Il perçoit sa partenaire comme je perçois les araignées. C'est pour ça qu'il se permet d'être violent. Et Bancroft va le dire, ça n'a rien à voir avec son système émotionnel. C'est pas parce qu'il gère pas bien ses émotions, là. Un homme violent a le même système émotionnel qu'un autre homme qui n'est pas violent. La différence réside dans ses valeurs, ses perceptions et ses pensées. D'où le pourquoi il se met en colère parce qu'il a des valeurs violentes. Okay? Donc, l'homme violent rentre chez lui, le ménage n'est pas fait. Ça peut nous irriter dans la vie des fois, hein? Ça se peut. On va se mettre à insulter l'autre quand on a des comportements non violents? Non. Mais lui, c'est ça, là. C'est qu'il va prendre, dans la phase de tension qui peut durer quand même un certain temps, il va prendre des notes mentales de tout ce qui ne fait pas son affaire. Fait que normal qu'elle ressente que lui, il nourrit sa colère, parce que c'est exactement ça qu'il fait. Il se nourrit, puis la colère monte. La colère monte, c'est une colère non légitime, rendue là. Parce que c'est basé sur des choses que lui pense qui devraient être faites ou pas faites. Fait qu'il se nourrit là-dedans. Fait qu'elle, forcément, ben là, elle marche sur des œufs. Imaginez-vous, là, imaginez-vous, vous êtes dans une pièce fermée, OK? Puis que vous apercevez un serpent. Vous allez faire quoi? Est-ce que vous pensez que vous allez continuellement le regarder, le serpent? Non? Hey, si le serpent disparaît, c'est pas là que la panique va vous monter? Clairement, hein? Moi, avec, ça me ferait la même chose. Je suis dans une pièce avec une bébite qui me fait peur. Il y a des chances que je regarde vraiment la bébite. Pourquoi? Pour pouvoir m'adapter. Hein? C'est exactement ce qu'une femme victime de violence va faire. Toute son énergie et son attention va être concentrée sur lui, comme s'il était un serpent, pour s'adapter dans le but de survivre. Donc, elle peut vivre n'importe quelle émotion. Lui, il va rentrer, lâche un soupir,
coup, toute sa joie de vivre vient de disparaître à elle parce que, faut qu'elle se sente totalement sur lui. Donc, on est dans la phase où elle est totalement centrée sur lui. Elle est branchée sur lui, moi, comme je dis, pour survivre. C'est là qu'elle va marcher sur des œufs et qu'elle va faire énormément d'efforts pour ne jamais que la phase d'agression se produise. Donc, elle va tout éteindre les feux le plus possible, puis être fine, puis rien faire pour mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. C'est comme ça qu'elle le sent. Mais peu importe ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, la phase d'agression va survenir quand même, parce que ça n'a rien à voir avec elle. Lui, à un moment donné, il va faire « Oh! Une autre affaire qui ne fait pas mon bonheur. » Bien, j'utilise cette opportunité-là, parce que l'homme violent, il est très opportuniste. J'utilise cette opportunité-là pour remettre les choses à l'ordre. C'est là qu'il va se donner le feu vert pour être violent. Parce qu'il faut qu'il remette à sa place, il faut que les choses redeviennent exactement comme lui le veut. C'est là qu'il va y avoir une ou plusieurs types de violences dans le même épisode de violence, comme Marie-Christine a décrit les types de violences tantôt. C'est à la fin de cette phase d'agression-là que la femme va être le plus centrée sur elle. Parce que là, elle va être centrée sur comment elle se sent. Je suis outrée, je suis blessée, je ne mérite pas ça, alouette. OK? Bien, lui, son rôle à ce moment-là, en amenant la dynamique de couple dans la phase de justification, c'est de la débrancher d'elle pour la rebrancher sur lui. C'est à cette étape-là que Bancroft va dire que l'homme violent est un très bon magicien. Pourquoi? Il va être magicien parce qu'il va prendre le focus de la femme. Là, son focus est sur comment elle se sent et sur ce que lui a fait. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son focus, mettre ça sur comment il se sent et sur ce qu'elle a fait ou pas fait. Puis il va switcher les choses. Je vous donne un exemple. Je suis à la maison, journée de congé, j'écoute Netflix, je suis avec mon chien sur mon divan doudou. Je fous rien de la journée. Mon hypothétique chum violent entre dans la maison, soupire, est lourd dans ses pas, bardasse les choses, enlève ses souliers, les lance dans le mur. Ouh! Il y a des chances que j'arrive pas en face de lui puis je lui dis « C'est quoi ton problème? » Ben non, je suis un être humain civilisé. Je vais lui dire « Qu'est-ce qui se passe, mon amour? » Pas sur ce ton-là, c'est pas moi, mais... Puis ça, voyez-vous, ça, on fait ça, puis je le fais moi-même. Aussitôt qu'on imite une femme, on l'imite comme si elle était niaiseuse. C'est vrai! Avec une petite voix aiguë comme si elle était niaiseuse. Bon, il faudrait que moi-même, j'arrête de faire ça. Donc, je vais lui demander qu'est-ce qui se passe. Puis là, il va regarder à la maison, puis il va se mettre à me crier après, puis à m'insulter parce que le souper n'est pas prêt. Puis quand j'ai dit, voyons donc, là, ça se peut, je fasse, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me traites comme ça? Puis il me dit, bien, c'est ton rôle de femme de faire à manger. À Marie-Pierre que tu dis ça? Il y a des chances que je l'envoie promener. OK? On refait le même scénario. Sa justification, elle n'est pas venue raisonner un de mes messages intégrés. Fait que sa justification ne fait pas de sens pour moi, donc je ne l'achète pas, je la rejette. Même scénario, OK? Il rentre, mêmes affaires. Il est fâché, j'ai pas fait le souper. Bon. Mais il me le dit pas que c'est pas parce que j'ai pas fait le souper, là. Il est juste frustré, il m'insulte, il crie après moi. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse, Marie-Pierre, là. Tu sais, ça fait un bout, je voulais t'en parler. J'ai tellement l'impression que tu es là tout le temps pour tout le monde. Tu prends tellement soin de tes amis, de ta famille, des femmes avec qui tu travailles. Tu te donnes corps et âme pour tout le monde. J'ai l'impression que je suis comme pas une priorité dans ta vie. Je sais pas si vous le savez, là, mais de dire ça à Marie-Pierre, là, ça va faire un effet monstre. La culpabilité qui va m'envahir. Mon chum ne se sent pas comme une priorité dans ma vie. Ouch! Là, je vais avoir complètement oublié qu'il vienne de crier après moi puis de m'insulter. Là, je suis centrée sur pauvre lui. Il ne se sent pas comme une priorité dans ma vie. Ah! Là là! Voyez-vous le bon magicien à l'œuvre, là? Puis là, je vais lui demander,
Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu sentes que tu es plus une priorité dans ma vie? Tu sais, moi, quand j'étais petit, Colin, j'aimais ça quand ma mère elle me cuisinait un pâté chinois. Je vous promets que là, à ma prochaine journée de congé, il va revenir à la maison puis le souper va être prêt à la table. Et tout au long, elle était là, son intention, de m'amener à cuisiner. Voyez-vous, il a essayé 2 chemins. Il y en a un qui ne marche pas, un qui fonctionne. Qui fonctionnerait avec moi, qui connaît la violence conjugale sur le bout des doigts, qui reconnaît les stratégies, mais ça va quand même fonctionner avec moi. Pourquoi? Parce que sa justification va aller viser un de mes messages intégrés. Et c'est pour ça que n'importe quelle femme peut être victime de violence et on n'est toutes pas à l'abri, parce qu'on a toutes des messages intégrés. Après ça vient la lune de miel. Lui, son but dans la lune de miel, évidemment, c'est d'aller regagner sa confiance à elle, d'aller lui redonner de l'espoir, mais aussi de se sentir bien à propos de lui-même. Je suis une bonne personne, je ne fais pas juste des choses méchantes, j'ai fait la vaisselle pour elle. Je suis une bonne personne, je ne fais pas juste des choses méchantes, j'ai cessé d'être violent pendant 3 semaines. La lune de miel, oui, c'est le stéréotype cadeau alouette, mais c'est aussi juste être gentil pendant un certain temps. C'est de redevenir l'homme extraordinaire avec qui elle est tombée amoureuse. Et après ça, la roue tourne. Hein? Et souvent, la lune de miel disparaît. Et j'ai vu beaucoup de cas dans lesquels c'est la justification qui est disparue aussi. Parce qu'il avait tellement bien fait son travail de brainwash qu'elle le justifiait à sa place. Les 2 premières phases en haut, c'est pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur elle. Les 2 dernières ont pour but de la maintenir dans la relation. Ce qui arrive, c'est que plus tu vis de cycles, plus tes messages intégrés se renforcissent. Parce qu'à chaque justification, lui, il pousse sur un message intégré de la femme, right? Ce qui fait que ça donne ça. Bien, la femme est coincée comme un maringouin dans une toile d'araignée. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tranquillement tissé sa toile autour de sa victime. Ce qui fait que ça va devenir excessivement difficile pour elle de partir. Pourquoi c'est excessivement difficile pour elle de partir? Entre autres pour ça. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui ont déjà fait le choix de laisser quelqu'un de sortir d'une relation amoureuse dans leur vie? Êtes-vous d'accord pour dire que c'est un choix excessivement difficile? Quand même, hein? Imaginez-vous faire ce choix-là si vous vivez une détresse psychologique immense. Imaginez-vous faire ce choix-là si vous avez vraiment peur que si vous quittez, votre vie va être pire. Imaginez-vous faire ce choix-là si on vous a dit que vous alliez perdre la garde de vos enfants. Imaginez-vous faire ce choix-là si vous ne pouvez plus être présente pour protéger vos enfants. Parce que là, garde partagée, on est dans la mode de ça. Vous ne pouvez plus agir comme bouclier entre sa violence et vos enfants. Imaginez-vous prendre cette décision-là quand vous êtes convaincu que vous n'êtes juste pas capable de prendre une décision. Puis que vous prenez toutes les mauvaises décisions. Parce que chaque décision que vous prenez, bien, il y a une conséquence, c'est de la violence. Colin, vous devez être vraiment mauvaise, là. Imaginez-vous prendre cette décision-là quand vous êtes certaine que c'est vous le problème. Je ne sais pas pour vous autres, mais si moi j'ai des problèmes dans mon couple et que je suis convaincue que j'en suis la source, bien, je n'irai pas voir ailleurs. Moi, travailler sur moi, right? Bien, voilà une de vos raisons qui fait que les femmes ne quittent pas. Elle est brainwashée et est convaincue que c'est elle qui a du pouvoir sur ses agissements à lui. Pourquoi elle s'en irait? C'est pas logique. Imaginez-vous prendre ce genre de décision difficile quand vous avez tout ça et plus. C'est excessivement difficile. Si vous pensez aussi que la vie pour vos enfants va être pire,
en sortant de là. Parce que là, je l'empêche, tu sais, j'empêche le père de voir les enfants, j'empêche les enfants de voir le père. Ça, les femmes souvent se le disent. Malgré que toutes les conséquences peuvent être très présentes. Souvent, c'est parce qu'elle est convaincue que les conséquences sont là, pas à cause de ses agissements, parce qu'elle n'a fait pas une assez bonne job. Imaginez-vous être épuisée comme la femme l'est, démolie complètement à terre et avoir à gérer ça. Puis après ça, on la juge en tant que maman, hein? Elle n'a donc bien pas d'autorité parentale, elle. Colin, son enfant, il a des troubles extériorisés, il est agressif, il tape les autres, il mord les autres, puis elle ne fait rien. Et il se passe quoi si cette pauvre maman-là, à chaque fois qu'elle essaie, c'est elle qui se fait frapper par l'enfant? C'est elle qui se fait mordre aussi, puis elle n'a juste pas d'autorité parentale. On fait comment? Parce que, là, ça, je vais vous les laisser les lire, là, quand même, les conséquences. Vous êtes des adultes intelligents. Ce qui arrive aussi, c'est que souvent, les mamans se font dire que leurs enfants ont des TDAH. Les conséquences de la violence sur l'enfant, le TDAH et le post-trauma ont tous des symptômes assez similaires. Fait qu'il faut faire attention, je vais vous laisser lire ça aussi, mais il faut faire attention avec les diagnostics qui sont posés et chez les femmes et chez les enfants. Parce que souvent, on ne recherche pas s'il y a de la violence dans l'environnement ou non. On va juste faire un diagnostic. Quand des fois, l'enfant n'est absolument pas TDAH, la mère est absolument pas borderline. Puis souvent, on prescrit des médicaments qui augmentent la tolérance à la violence. Bien, bravo! Tout à fait le remède qu'on avait de besoin. Fait qu'il faut faire attention. Vous autres, en tant qu'intervenants, si vous voyez des femmes et des enfants qui peuvent présenter des symptômes de violence, allez évaluer, voir s'il y a de la violence a priori, avant d'aller poser ce diagnostic-là. Ça va vous être très utile et à vous, en tant qu'intervenant dans votre travail, et à la femme ou l'enfant que vous voyez. La violence post-séparation aussi, qui est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est excessivement présent. On commence à en parler de plus en plus. Moi, je vous le dis, dans la majorité des clientes que j'ai, au moins 9 sur 10 vivent de la violence post-séparation. Puis je suis vraiment surprise quand il n'y en a pas. Puis je suis comme, non, t'es sûre? Parce qu'il y en a tout le temps. N'oublions pas que lui, il veut le contrôle à tout prix sur sa partenaire. Si elle quitte, il a l'impression qu'il perd le contrôle, il faut qu'il le regagne. Et souvent, il lui a dit, je vais faire de ta vie un enfer si tu quittes, et c'est vrai. La femme et les enfants vivent toutes sortes de choses inimaginables après la séparation. C'est excessivement difficile pour les femmes et les enfants d'atterrir, de se reconstruire suite à ça. Puis en fait, c'est ce qui est le plus important. Ils ont besoin d'espace pour comprendre ce qu'ils vivent. Il faut qu'on puisse leur accorder ça. Puis s'il y en a dans la salle, je pense, je ne l'ai pas entendu, mais s'il y en a dans la salle qui travaillent, par exemple, à la DPJ, qui sont avocats, alouettes, c'est des choses qu'on peut suggérer. De dire, le but n'est pas que le parent violent ne voit plus jamais les enfants, mais juste de laisser un temps pour les enfants de souffler, de développer de la résilience et des outils pour être prêts à revoir le parent violent, que ce soit la mère ou le père, là. Tout ça, c'est des conséquences possibles. Puis toutes les conséquences que j'ai écrites au tableau, là, c'est celles qui reviennent le plus. Hein? C'est pas une liste exhaustive, loin de là. Mais ça, chez la femme, c'est hyper présent dans un contexte de post-séparation, qui est très, très difficile à gérer. Je vais conclure en vous présentant ces génogrammes-là. Vous êtes d'accord que ça représente bien une famille sans violence? Maman, papa, les enfants, dans un contexte hétéronormatif, là? Ben, maman, papa. Les enfants. Bon, hein? Mère, père au même niveau, les enfants en dessous. Lorsque le papa est violent, il y a 4 options.
Soit qu'il va placer la mère au même niveau que les enfants, soit qu'il va placer la mère en dessous des enfants, soit qu'il va prendre un enfant puis il va le placer au-dessus des autres, en dessous de lui quand même, mais au-dessus de tout le monde, ou soit qu'il va prendre la petite dernière, parce qu'elle est plus obéissante et influençable, comme alliée, et c'est souvent dans ces cas-là qu'il y a un risque d'inceste plus élevé. C'est les 4 représentations possibles dans notre génogramme de pouvoir, si vous voulez, de hiérarchie, OK, quand le papa est violent. La mère a le courage de se choisir, elle, et de quitter. On enlève le papa de l'équation. Mais on la juge, cette maman-là. Mais ça fait des années qu'elle n'a pas d'autorité sur ses enfants parce que lui, il lui a enlevé. Ça fait des années que ses enfants sont élevés avec la conception que maman est soit au même niveau ou en bas de nous. Elle fait comment, cette maman-là, pour reprendre cette confiance qu'elle est capable de prendre des décisions, de prendre les décisions les meilleures et les plus éclairées pour ses enfants, pour elle et pour ses enfants? Quand on lui a toujours dit que ses enfants étaient meilleurs qu'elle. C'est ses enfants qui possèdent l'autorité. Combien de fois j'ai travaillé avec des familles où tu avais un ou une des enfants qui, assez rock'n'roll, qui gérait, qui contrôlait la maman, là. Fait que ça donne ça. Ou ça. N'oubliez jamais ça. Si vous travaillez avec des familles où là, la mère a réussi à se choisir et à quitter, elle a besoin de temps pour se reconstruire. Les enfants ont besoin de temps. Et elle a besoin de soutien aussi pour reprendre la place qui lui revient en tant que maman. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est de ne pas juger trop sévèrement une femme qui vit de la violence. Parce que ce qu'elle vit, c'est énorme. Et elle a besoin de soutien. Pas de notre jugement, c'est aucunement aidant. Alors voilà, je termine là-dessus, finalement. Ça a été pas mal dit. Et j'espère vous avoir apporté un point de vue légèrement différent. Puis je vous souhaite une super bonne fin de journée.